Oui, ça va. Donc, cet après-midi, nous allons assister à la soutenance de l'étudiante Rosemary Tornelson et dans le sujet des couchages scolaires et précarité financière à des jeunes femmes de la ville de Jacmel. Le jury est ainsi composé, donc, docteur André Yves et l'encadreur, et docteur Nelson Sylvestre et le rapporteur, et moi, votre serviteur, le docteur Jude-Marie Saint-Martin. Donc, je demande à l'étudiante de commencer sa présentation. Donc, elle a donc 15 minutes pour faire sa présentation. Madame Métor, vous m'entendez? Oui, je suis là. Donc, vous avez 15 minutes oui, au maximum donc, pour commencer, donc, pour faire votre présentation. Merci, Monsieur le Président. Distingués membres du jury, je vous dis bonsoir. Je suis là dans l'optique de présenter mon travail qui a pour titre « Décrochage scolaire et précarité financière par des jeunes femmes de la ville de Jacmel ». Pour entrer d'emblée dans le travail, pourquoi ce sujet? Qu'est-ce qui nous a interpellés comme problème, nous poussant à faire des recherches autour de ce sujet? Travaillant dans le domaine de l'éducation depuis plusieurs années, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une forte affluence d'élèves qui rentrent en salle de classe en début d'année. Cependant, à la fin de l'année scolaire, la quantité de ces élèves se retrouve fortement réduite. Soit parce que certains de ces élèves ont déménagé, soit pour des raisons personnelles, soit pour des difficultés financières ou autres. Une grande partie de ces élèves-là ont été déscolarisés, d'où la notion de décrochage scolaire. Dans le cadre de ce travail, nous utilisons aussi abandon scolaire ou encore déperdition scolaire pour parler de décrochage scolaire. Si les effectifs se réduisent dans les salles de classe, les effectifs se réduisent aussi au fil des cycles. Et Dominique Glassman nous dit qu'un jeune qui laisse l'école bien avant la fin d'un cursus scolaire va se retrouver à avoir des difficultés dans le domaine du travail. Il ne va pas pouvoir trouver un travail décent, un travail adéquat pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il devient donc une menace pour lui-même et pour la société. Et Gaudron et Sanchou disent que l'insécurité de l'emploi est une preuve de précarité financière. Un jeune qui laisse l'école bien avant un cursus va être moins actif dans la société et il va vraiment il ne va pas être productif au sein de la société. Parallèlement à ce phénomène, qu'est-ce qui a été constaté aussi? Des femmes qui se plaignent de vivre dans des situations difficiles, ne pouvant pas subvenir à leurs besoins et encore aux besoins des membres de leur famille. Et ces femmes-là, on donne l'impression et on peut constater qu'elles ont été scolarisées, qu'elles ont été à l'école. Ces deux phénomènes nous ont porté à nous poser cette question-là qu'on va qualifier de question de recherche. Quelles sont les raisons qui poussent les femmes à décrocher? Quels sont les liens entre le décrochage et la précarité financière des femmes? Et est-ce que les femmes qui ont décroché vont obligatoirement tomber dans la précarité? Dans ce dynamisme, nous avons comme objectif de recherche d'établir la relation entre le décrochage scolaire et la précarité financière, spécialement dans la vie des femmes dans la ville de Jacmel.
Notre hypothèse de travail s'intitule ainsi « Le décrochage scolaire est à la fois conséquence et cause de précarité financière dans la vie des jeunes femmes à Jacmel ». Qu'est-ce que nous avons comme méthodologie pour pouvoir répondre à nos questions et vérifier la validité de notre hypothèse ou encore sa nullité? Bien entendu, nous avons choisi le département du Sud-Est, spécialement la ville de Jacmel, pour mener notre enquête. Notre population d'enquête, c'est les jeunes femmes de la ville de Jacmel. L'échantillon est composé de 20 femmes âgées de 25 à 40 ans qui ont décroché et qui n'ont jamais raccroché par la suite. Et ces jeunes femmes-là, à travers nos observations, vivent dans une situation de précarité évidente. Nous avons eu avec elles des entretiens semi-directifs, ce qui veut dire que nous avons utilisé une méthode qualitative dans le cadre de ce travail. Après analyse des données, qu'est-ce qui a été constaté? Qu'est-ce que nous avons comme résultat? La majorité des participantes ont interrompu leur étude en raison de contraintes financières. Et elles ont arrêté leurs études à la fin du 2e cycle, ce qui veut dire en 6e année fondamentale, et à la fin du 3e cycle, en 9e année fondamentale. Cela implique qu'elles ont laissé tomber leurs études à un moment où les frais scolaires deviennent de plus en plus énormes et que les parents ont vraiment de difficultés à aller plus loin avec elles. Qu'est-ce qui va se passer à cause du faible niveau d'études de ces femmes? Le faible niveau d'études de ces participants détermine ou encore limite l'employabilité des participantes. Le fait que la plupart d'entre elles n'ont pas terminé le cycle secondaire, ça va vraiment considérablement restreindre leurs chances d'accéder à des emplois de qualité avec un bon salaire, un salaire bien rémunéré. Et l'absence de qualification professionnelle renforce leur confinement dans les secteurs à faible rémunération. Elles sont pour la plupart dames de service, employées de maison et elles sont aussi au chômage, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas forcément de forte rentrée pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Elles sont maintenues dans un cercle vicieux où le manque d'éducation formelle réduit leurs options sur le marché du travail, ce qui à son tour limite leur capacité à améliorer leur situation financière. Les responsabilités familiales de ces femmes, surtout celles qui sont mères célibataires, représentent une charge immense. Et elles n'ont pas pour la plupart, la possibilité de subvenir à leurs besoins. Et l'absence de soutien qui est souvent répétée dans leurs témoignages va aggraver leur situation financière et leur façon de vivre. Elles ressentent un profond sentiment de regret et de limitation parce qu'elle avait de grandes aspirations lorsqu'elle était encore écolière, lorsqu'elle était encore à l'école. Beaucoup d'entre elles voulaient être infirmières, médecins, comptables, secrétaires enseignants, ce qui n'a pas pu se faire dans la mesure qu'elles n'ont pas eu la possibilité de terminer leurs études. Et ces métiers-là qu'on peut qualifier de métiers valorisants, pour les exercer, on a besoin de terminer ces études et de faire des études universitaires. Elles n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces aspirations ne peuvent pas être prises en compte et elles vont continuer à être dans cette situation de précarité et ne vont pas pouvoir s'en sortir. Les participantes ressentent une frustration liée à la perte d'opportunités professionnelles qui aurait pu améliorer, bien entendu, leur situation socio-économique. Et les récits des participantes mettent vraiment en lumière une relation étroite entre le décrochage scolaire et la
précarité financière. Cher jury, qu'est-ce que nous pouvons dire que nous comprenons à travers ces résultats, à travers ces analyses? Les résultats obtenus ont confirmé que le décrochage scolaire est à la fois une conséquence et un facteur de précarité financière chez les femmes. Les participants ont décrit comment les difficultés économiques les ont poussés à abandonner leurs études en raison de l'incapacité à couvrir les frais associés à la scolarité ou encore des fois à concilier études et responsabilités familiales. En même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'abandon des études a souvent conduit à des situations de précarité encore plus marquées avec des perspectives limitées sur le marché du travail, réduisant ainsi les possibilités de sortir de la pauvreté. Ces résultats renforcent donc l'idée que le décrochage et la précarité financière sont profondément interconnectés. À quoi va servir cette étude? À quoi va servir cette recherche? Elle va contribuer à une meilleure compréhension des interactions entre éducation, genre et économie. Elle relie les inégalités de genre avec les inégalités économiques et montre comment elle affecte le parcours scolaire et professionnel des jeunes femmes. Elle enrichit également la littérature sur le décrochage scolaire avec une perspective féminine et socio-économique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme alternative à ce problème? On pourrait vraiment travailler en amont pour permettre que l'éducation soit vraiment plus accessible aux enfants, aux adolescents lorsqu'ils sortent du deuxième cycle ou encore lorsqu'ils vont rentrer en secondaire. Même si on sait qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés pour pouvoir garantir l'accessibilité à l'école primaire, maintenant, il faudrait aussi faire en sorte que les jeunes femmes puissent avoir le droit à des formations exceptionnelles professionnelles pour pouvoir se mettre à jour et commencer à être productifs, avoir un métier et pouvoir enfin subvenir à leurs besoins. Ainsi, elles pourraient plus ou moins commencer à sortir de la précarité. Quelles sont les limites de ce travail? La taille de l'échantillon limite la généralisation des résultats parce que la réalité de ces femmes peut ne pas être la réalité de tout le monde au sein de la ville, de toutes les femmes de la ville. Et les récits des participants, bien qu'informatifs, sont basés sur des expériences individuelles qui peuvent ne pas refléter l'ensemble des réalités vécues par toutes les femmes en situation de précarité. D'autre part, on s'est vraiment concentré sur un seul groupe démographique travaillant vraiment en milieu urbain. La réalité pourrait être tout autre pour des femmes vivant en milieu rural. En fait, nous pouvons dire que notre hypothèse a été vérifiée dans la mesure que vraiment il y a un cercle vicieux qui existe entre décrochage scolaire et précarité financière chez les femmes que nous avons interrogées. Merci. Merci à l'étudiante Rosemento Nelson qui a fait une présentation vraiment succincte et vous avez respecté le temps. Et maintenant, la parole est au docteur Nelson Sylvestre donc pour les remarques nécessaires. Et docteur Pierre vient d'arriver, donc, et tout de suite après, docteur Nelson Sylvestre, on va avoir docteur Pierre donc, pour ses appréciations également. Merci, docteur Saint-Martin, pour votre présidence là. Merci également à l'étudiante pour Rosemento Nelson.
pour sa présentation et son travail. Et en réalité, ce que je vois, c'est diplôme de master en gouvernance éducative et planification numérique. J'aurais une première interrogation à faire aux mentors. Y a-t-il un rapport entre son travail et le master qu'elle compte avoir? D'autant plus que je ne vois pas diplôme de master 2, je vois de master en gouvernance éducative, planification numérique. Y aurait-il un rapport entre son travail et le master grade pour lequel elle postule? Elle peut me répondre, oui, Monsieur le Président. Oui, vous pouvez, Madame Rosementor, vous pouvez répondre au rapporteur. C'est en fonction des réponses que j'aurai à intervenir. En fait, bien entendu que je vois un rapport entre mon travail et le master que je veux avoir, dans la mesure que la situation que vivent les personnes au sein du pays est vraiment peut avoir un rapport sérieux avec la gouvernance. Et il y a un sérieux problème de gouvernance éducative qui peut mener des tas d'élèves à décrocher, à ne pas rester à l'école et de ne trouver aucun support. Il n'y a aucun suivi qui est fait pour vraiment les aider. Il n'y a aucun travail qui est fait pour garder les élèves à l'école réellement. Et aussi, lorsque, enfin, par exception ou par négligence, il y a des élèves qui sortent de l'école pour ne plus y revenir, qu'est-ce qui est fait pour que la vie de ces personnes-là puisse être décente, pour que ces personnes-là puissent avoir une vie décente? Maintenant, on parle souvent d'égalité, etc. On voit que la situation des femmes, c'est précaire, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui est fait? Des fois, à travers ce travail, on a pu constater qu'elles n'est pas forcément l'école seulement parce qu'elles ont des difficultés économiques. Beaucoup d'entre elles ont eu des grossesses précoces qui les ont portées à laisser l'école. Maintenant, qu'est-ce qui est fait pour les rapatrier et pour qu'elles puissent revenir à l'école avec des enfants à charge? Comment revenir à l'école? Maintenant, laisser l'école parce qu'on ne peut pas payer, on trouve que ça, il y a vraiment un problème de gouvernance et les personnes qui pensent plus haut niveau de l'État pourraient vraiment se pencher sur la question. OK? Même si ce n'est pas forcément pour les femmes, nous sommes intéressés dans le cadre de ce travail aux femmes, mais tous les élèves qui laissent l'école bien avant la fin de cursus, sans métier, sans pouvoir subvenir à leurs besoins, ces personnes-là, ces élèves-là ont vraiment besoin de support et il faut qu'il y ait un suivi qui soit fait dans leur vie. OK. Et je vais voir si c'est vrai ce que tu viens de nous dire là. Maintenant, parlant de précarité, tu en es sûr d'avoir voulu travailler sur la précarité financière ou la précarité économique ou la précarité sociale? Laquelle de ces précarités voulais-tu réellement aborder? Madame Nelson, vous avez la parole. Ton micro est fermé. Madame Nelson, ton micro est fermé. Ton micro est fermé. OK, je viens de l'ouvrir. Oui, je voulais expressément travailler sur la précarité financière. Et ce que j'estime, c'est que la précarité financière va automatiquement entraîner la précarité sociale dans la mesure que quelqu'un qui n'est pas financièrement autonome, qui n'est pas financièrement décent, pour moi, cette personne-là se retrouve un peu en marge de la société et n'a pas vraiment le pouvoir de s'épanouir. Donc,
Et tu es ferme là-dessus que ce que tu voulais effectivement étudier, c'était la précarité financière. OK. Bien entendu. Laisse le micro ouvert parce que autrement tu vas faire trop de mouvements. OK. Donc, tu es ferme là-dessus. Maintenant, et tu dis décrochage. Bon, il me semble que, à t'écouter, c'est la précarité qui facilite ce décrochage-là. Alors que dans ta présentation et dans le texte, tu parles de grossesse précoce. Donc, si on n'a pas de quoi pour aller à l'école, pour maintenir l'école, rester à l'école, il s'agit de l'école publique, voire davantage l'école privée, parce que l'école privée, c'est une école payante. Mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Grossesse précoce. Moi, je ne vois pas, parce que si c'est la précarité financière, sur le plan de la finance, qui empêche à l'élève de terminer, de continuer avec l'école, et maintenant, dans ta présentation-là, tu parles de grossesse précoce. Donc, c'est la grossesse qui empêche le décrochage ou la précarité? Merci. En fait, nous avons eu des entretiens avec des femmes, un ensemble de femmes. La grande majorité nous ont laissé entendre qu'elles ont laissé l'école parce que leurs parents ne pouvaient plus payer leurs études. Mais à travers nos entretiens, il y a des femmes qui ont laissé l'école parce qu'elles sont tombées enceintes alors qu'elles étaient encore adolescentes. Cependant, cela n'empêche qu'une grande majorité des filles qui laissent l'école parce que, ou de ces femmes-là qui, lorsqu'elles ont laissé l'école, elles ont laissé l'école vraiment parce que leurs parents n'avaient plus la possibilité de payer. Cependant, nous avons rencontré des cas parmi ces femmes-là qui ont dit qu'elles n'avaient pas de problème à payer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont tombées enceintes ou elles sont devenues surâgées, etc. Mais la grande majorité des femmes ont mentionné la précarité financière, les problèmes économiques de leur famille comme cause qui les ont empêchées de rester à l'école. Donc, cela dit, pas nécessaire d'indiquer cette question de grossesse précoce. Parce que celles-là qui ont dû affronter à ce problème de grossesse, on ne peut pas évoquer dans ce cas-là la précarité financière. Ce serait dans un autre cadre. Donc, il fallait uniquement mettre l'accent sur ces cas-là pour lesquels il y a eu décrochage scolaire à cause, effectivement, de la précarité financière. Mais tu sais, et ton travail se présente de manière trop linéaire. D'ailleurs, même la façon de formuler le titre montre cette linéarité. Alors que ce que tu viens de nous expliquer là, il y a un effet d'escalier. Dans la vérité, ce n'est pas au moment, pas les jeunes qui sont à l'école, qui ont dû abandonner l'école à cause de leur précarité financière. C'est la précarité financière des parents. Je voulais parler de la précarité financière des parents qui a occasionné le décrochage scolaire des enfants. Je ne sais pas si tu me vois. Alors que tu présentes la chose comme si c'était les mêmes élèves qui avaient un problème financier, qui étaient dans la précarité financière, raison pour laquelle elles ont abandonné l'école. Elles ont décroché par rapport à leur
apprentissage. Donc, vous voyez la linéarité que tu as présentée alors qu'il y a un effet d'escalier. Le problème est chez les parents de ces femmes-là, de ces filles, parce qu'on ne pouvait pas parler de femmes. Tu parles de décrochage scolaire. Donc, et je pense que le précariat, en réalité, c'est un néologisme. Donc, il faudrait peut-être voir cette question de précarité à un niveau plus global. Parce que quand on dit précarité financière, on fait référence davantage à la monnaie. Parce qu'on pouvait ne pas avoir de l'argent et que cela n'entraînerait pas un décrochage. Parce qu'il y a quand même des écoles publiques. Donc, dans les écoles publiques, ce n'est pas l'argent pour payer l'éducation qui fait problème. Mais c'est plutôt la vie globale de l'élève. Maintenant, si l'élève se trouve en situation difficile chez lui, et dans mon cas, chez elle, effectivement, ce n'est pas une question d'argent. Si l'élève est dans une école publique et que ses parents n'ont pas d'argent, étant donné que dans cette école publique, on ne paie pas, donc on n'aura pas un problème d'argent pour laisser l'école. On aurait d'autres types de problèmes. Par exemple, de quoi manger, de quoi se vêtir. Peut-être ça pourrait entraîner ça. Donc c'est pourquoi quand tu parles de précarité ici, je me demande si ce devait être véritablement la précarité financière. Et quand je vois ton travail, il y a 3 problèmes. Le premier, c'est la linéarité. Tu fais comme si ces femmes-là dont tu parles étaient responsables d'elles-mêmes. Ces jeunes femmes étaient responsables d'elles-mêmes. C'est-à-dire, elles ont été à l'école, elles n'avaient pas d'argent, raison pour laquelle elles ont fait le décrochage. C'est la linéarité, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Tu parles des filles à l'école dont leurs parents n'avaient sans nul doute pas des moyens suffisants. Ça, c'est une première chose. Et la précarité dont tu parles, ce n'est pas forcément une question d'argent parce que quand même, il y a eu des écoles publiques. C'est peut-être la situation globale de ces parents-là qui entraîne ça. Et finalement, tu as présenté cette question de grossesse que tu n'avais pas besoin de mentionner parce que ce n'est pas une question de grossesse qui entraîne le décrochage scolaire. Alors, le deuxième problème que je vois dans ton travail, c'est l'harmonie entre la thématique développée et le master 2 pour lequel tu postules. Par exemple, gouvernance éducative, on ne peut pas responsabiliser, tout au moins en première loge, à ceux-là qui dirigent les écoles de la précarité financière des élèves. Encore moins planification numérique. Donc, il fallait trouver quelque chose qui corresponde un peu mieux avec l'intitulé de ce master. Et puis ensuite, sur le plan de la forme dans ton travail, et vraiment, il y a un déficit de formulation des titres. Très difficile de voir qu'il y a un titre là un peu approprié, tout au moins sur le plan de la forme. Par exemple, tu parles de chapitre 3, chapitre 4. Tu écris uniquement comme titre discussion. Qu'est-ce que ça veut dire, Rose Mentor? Tu écris carrément discussion, chapitre 4. Comment discussion? Et puis section 1, fait et constat. Section 2, alternative. C'est comme si des bouts d'expression pour exprimer. Je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Donc, il y a un problème d'élaboration des titres et qui fait énormément de défauts dans ton travail.
Bon, en général, quand quelqu'un travaille pour préparer un texte, il a la vertu d'avoir mis du temps pour le faire. Mais à mon humble avis, son travail mérite quelques soins avant son dépôt à la bibliothèque numérique. D'accord? Voilà, en gros, Monsieur le Président, ce que j'avais à noter dans le travail de Rose Mentor. Merci beaucoup. Merci, docteur Sylvestre. Maintenant, docteur Pierre, vous avez la parole. Bonsoir, et professeur Nelson, Sylvestre, professeur Jude, et bonsoir et Rose. Et juste avant, je vous présente toutes mes excuses pour ce retard. Pardon de n'avoir pas accroché aussitôt. Bon, maintenant, je m'accroche. Je m'accroche à vous et bon, je ne vais pas parler pendant 15 minutes parce que j'arrive un peu, bon, presque à la fin, c'est à la fin même que j'arrive. En fait, je profite de cette occasion pour féliciter Rose qui a réalisé ce travail sous ma direction. Et en fait, et parmi les étudiants que j'ai dirigés, c'est que Rose était la toute dernière à qui j'ai parlé parce que en général, j'ai beaucoup parlé des autres, mais Rose, c'était pas facile au début. Mais quand même, elle était la première personne, je crois, qui a eu la lettre de dépôt. Ok. Et même si elle était la dernière, je crois, la dernière à qui j'ai parlé. Au contraire, c'est moi qui ai parlé avec Rose au début pour lui dire, pour dire à Rose, tu n'envoies pas ton travail, qu'est-ce qui ne va pas, bon. En fait, Rose a fait un travail intéressant, en fait. Et bon, le professeur Sylvestre a mentionné quelques éléments assez intéressants que je trouve que Rose va pouvoir améliorer. Mais au fond, je crois que c'est un travail assez intéressant. Et puisqu'en Haïti, on constate chaque jour et cette question de décrochage, mais le lien qu'elle a essayé de faire entre le décrochage et la précarité, je crois que et, ce lien-là est intéressant et c'est pour cela que ce travail mérite bon, une petite amélioration, pourquoi pas, parce que c'est un travail de master, bon, on comprend la dynamique dans laquelle elle travaille. Ça fait qu'il y a certains manquements que je comprends. Mais au fond, elle a essayé quand même de réaliser un travail appréciable. Et bon, je ne vais pas parler trop parce qu'en général, je ne parle pas. Et quand je dirige un travail, je parle très peu. Et très souvent, il fait très peu de défense aussi. C'est peut-être mon défaut, comme je vous ai dit avant hier. Mais quand même, je crois qu'elle a fait un travail assez intéressant. Mais elle doit tenir compte de toutes les critiques et les recommandations du professeur
Sylvestre et dans quelques minutes, pourquoi pas dans quelques secondes, les recommandations du président du jury. En fait, merci et encore une fois, j'espère que vous allez me pardonner pour le retard. Merci. Merci, Dr. Pierre, pour vos remarques. Moi, à mon avis, je pense que c'est un sujet assez intéressant et qui vise à faire ressortir une relation à la fois de causes-conséquences des phénomènes de décrochage scolaire et précarité financière. Et je pense que la révision de littérature de l'étudiant, elle est assez intéressante. Elle a fait un effort de présenter une problématique de recherche potable, mais je lui conseille de mettre ses hypothèses, ou bien ses questions de départ, avant l'émission de l'hypothèse. Et je vois qu'elle a mis normalement l'hypothèse avant son axe théorique. Donc je pense que c'est quelque chose à corriger. Et son enquête de terrain, à mon avis, est assez intéressante. C'est qui lui permet d'avoir des données assez substantielles pour pouvoir vérifier son hypothèse de recherche. Il y a certaines données générales que vous avez présentées dans votre travail. Mieux vous les présenter sous forme de tableau, de graphe, au lieu de les caser dans une seule ligne d'un tableau. Donc, ce n'est pas intéressant et c'est difficile à lire. Je vois que vous avez présenté certaines données de vos résultats de recherche sous forme de tableau, de graphe, ce qui nous a permis de les analyser, de faire des interprétations. Je pense que c'est bien également. Mais mon problème, c'est lorsqu'on priorise une méthode quantitative, et surtout qui présente le récit des activités dans votre travail, on ne peut pas analyser les données avec ses propres méthodes techniques de recherche. Je pense que la science met à notre disposition des mécanismes d'analyse et d'interprétation des récits et des textes. Donc, la méthode d'analyse de contenu, à mon avis, surtout par codage fermé ou ouvert, est à votre disposition pour réaliser un tel travail. Donc, ce n'est pas à partir de votre méthode ou technique que vous devez analyser, interpréter normalement les récits, les textes. Je pense que vous pouvez aller explorer les modalités de cette technique de recherche sur le net. C'est accessible à tous. Je trouve également que votre bibliographie n'est pas homogène. Et des fois, c'est correct. Et d'autres fois, tu mets seulement les noms de l'auteur, l'année d'apparition du titre de l'ouvrage. Mais sans édition ou d'autres informations constituant une référence bibliographique correcte. Donc, il faut également, d'ailleurs, professeur Sylvestre l'a déjà dit, il faut éviter également les titres génériques au chapitre et aux sections égales, comme méthodologie de l'étude, analyse de données, interprétation de données. Donc, il faut essayer de formuler des textes corrects à vos chapitres et vos sections. Et je pense qu'il faut prendre connaissance également du canevas de l'IUS et de la rédaction de votre mémoire, afin qu'il réponde correctement aux normes requises. Et pour finir, la question que vous avez posée dans votre mémoire, j'aimerais que tu nous expliques mieux, à partir de vos résultats, et pas théoriquement, le rapport cause-conséquence entre le décrochage scolaire et précarité financière. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour vos remarques. Je vais bien entendu en tenir compte. Par rapport à la question qui m'est posée, quel est le rapport cause-conséquence entre entre décrochage scolaire et précarité financière? Selon vos retrouvailles, c'est pas théoriquement. Monsieur le Président? Oui. Selon les résultats? Oui. Bien entendu. À travers les entretiens, les femmes que nous
avons rencontré nous ont raconté que lorsqu'elles étaient jeunes et adolescentes, encore à l'école, elles ont dû abandonner leurs études. Pourquoi elles ont laissé tomber leurs études? Pourquoi elles ont dû abandonner le cursus scolaire? C'est parce que ils vivaient dans des familles qui n'avaient pas de grands moyens économiques, qui des fois ont dû choisir de les nourrir au lieu de les envoyer à l'école. Maintenant, à cause des difficultés économiques, des difficultés financières, ces parents-là ont gardé ces filles-là à l'école et ont mis fin au cursus scolaire qu'elles suivaient. Ça, c'est pour nous une cause de décrochage, d'après ce qu'elles nous ont raconté. Les difficultés économiques ont causé le décrochage de ces filles-là. Maintenant, quels sont les rapports avec quelles sont les conséquences maintenant du décrochage scolaire chez ces filles-là qui sont devenues femmes? Elles sont maintenant elles-mêmes en situation précaire dans la mesure qu'elles ne peuvent pas exercer un métier plus ou moins décent, un métier bien rémunéré qui les permettre d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Maintenant, les enfants qu'ils ont eus, elles-mêmes vont avoir des difficultés à aller à l'école. La plupart de ces femmes nous ont raconté, c'est vrai que leurs enfants sont à l'école, mais des fois, elles sont obligées de les garder pendant des semaines à la maison parce qu'elles n'ont pas encore les moyens d'envoyer les frais scolaires au sein de l'économie de l'institution, etc. Voilà ce qu'on peut dire qu'il y a comme cause et conséquence, comme rapport de cause et conséquence entre le décrochage et la précarité financière. La précarité financière ou encore les problèmes économiques ont poussé les parents à déscolariser ces filles-là. Maintenant, cette même situation de précarité va se perpétuer dans la vie de ces femmes et qu'est-ce qui va se passer? Elles ne vont pas pouvoir prendre soin de leur propre progéniture ou de prendre soin d'elles-mêmes. Donc, merci, Madame Nelson. Donc, professeur Sylvestre, vous n'avez pas d'autres réactions? Non, Monsieur le Président, je pense que c'est, pour ma part, c'est terminé. Docteur Pierre. Bon, c'est terminé pour ma part. Je n'ai pas d'autres réactions. Et Madame Nelson, vous avez 2 minutes si vous avez quelque chose à nous dire. En fait, je remercie les membres du jury d'être mis à ma disposition dans le cadre de ce travail. Je remercie mon encadreur pour sa patience, pour sa disponibilité. Il m'a permis de me motiver pour pouvoir effectuer ce travail et atteindre mes objectifs. Et je remercie ma famille qui n'a pas cessé de me soutenir, mon mari, mes enfants qui sont les raisons pour lesquelles je me bats toujours pour aller de l'avant, que je me bats toujours pour aller de l'avant. Et merci à l'UUS d'offrir cette opportunité d'aller de l'avant et de faire ce que nous souhaitons, de nous permettre de faire ce que nous souhaitons faire dans la vie expressément. Merci à tout le monde et merci à Dieu de m'avoir permis de faire tout ça. J'espère que vous allez tenir compte des commentaires du docteur Sylvestre Pierre et de mes commentaires. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, si l'étudiant Philibert Jean-Jacques est là, donc je pense qu'on va passer tout de suite donc, à la prochaine soutenance, puisque ce sont les mêmes membres du jury donc, qui vont être présents et pour cette soutenance. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, on prend 1 à 2 minutes de pause et on va retourner pour continuer avec la prochaine séance. Merci.